We're going to be moving to a series of presentations. Nous allons passer à une série de présentations. Ces présentations viennent de nos collaborateurs et de quelques étudiants diplômés qui ont utilisé les données pour divers projets et thèses. Vous en saurez plus sur les conférenciers grâce à leur biographie et dans le programme de la conférence. Je les présenterai donc brièvement. Un rappel que même si les présentations durent 15 minutes, elles pourraient facilement prendre 2 heures. Vous pourrez leur poser des questions lors de la séance de questions et réponses qui suivra. Encore une fois, suivez les présentateurs et les conférenciers en faisant défiler la liste en dessous de l'ordre du jour de la conférence. Je vous présente les 3 premiers conférenciers. Laura Alsway, psychologue pour le Conseil scolaire de Thames Valley, Mike Saxon, psychologue pour les services à l'enfance et à la famille de Kinnerk, et Catherine Reif, psychologue pour la clinique du tribunal de la famille de London. Tous 3 sont mes anciens étudiants en doctorat et sont maintenant psychologues. Et je pense que c'est Mike qui commence. Super, je commence. Alors, on va adopter une approche un peu rapide parce qu'on condense toutes nos dissertations en 5 minutes. Alors, soyez patients avec nous. Nous allons parler de ce que nous avons trouvé dans la phase 3, c'est-à-dire les données des entretiens avec les informateurs clés qui ont permis d'examiner dans les secteurs certains des défis et pratiques prometteuses pour faire face aux risques pour les enfants dans le contexte de la violence familiale. Et je vais parler spécifiquement de la réponse de la police aux enfants à risque. Nous savons que la police joue un rôle très important dans la réponse à la violence familiale. Ils sont souvent les premiers agents publics à prendre connaissance de l'existence d'une sphère privée très secrète, et ils ont souvent un rôle unique car ils sont obligés d'agir et d'intervenir pour protéger les familles et les enfants. À cet égard, nombreux sont ceux qui ont perçu la police comme une sorte de gardienne du système judiciaire et des services potentiels qu'elle offre. Mais il est aussi important de reconnaître que le rôle de l'agent de police n'est pas parfait. Le système a des problèmes complexes qu'il faut prendre en compte, y compris la surpolice et les communautés racialisées, les populations marginalisées. Ce sont de grands morceaux du casse-tête. Nous avons examiné la recherche sur la réponse de la police aux enfants dans le contexte de la violence familiale. Il y a vraiment peu de choses qui ont été faites à ce jour. La recherche actuelle montre vraiment que la police néglige souvent les besoins et les risques des enfants et les met souvent sur la touche. Cela nous amène à la question de savoir ce qui se passe réellement pour la police au Canada, plus particulièrement en Ontario, où on a pu constater que la majorité des agents de police disent qu'ils s'engagent fréquemment auprès des enfants dans le contexte de la réponse à la violence familiale. Ils sont sur les lieux. La majorité des policiers disent également qu'ils utilisent un outil structuré d'évaluation des risques lorsqu'ils interviennent. Cet équilibre soulève la question suivante. Étant donné que des recherches suggèrent que les enfants sont toujours mis à l'écart et négligés, mais que la police dit qu'elle s'engage souvent auprès des enfants et qu'elle utilise un outil structuré d'évaluation des risques, qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est vraiment la question qui a guidé ma thèse pour obtenir des informations un peu plus nuancées sur ce qui se passe réellement, surtout dans le contexte de l'Ontario, et pour obtenir le point de vue de la police sur les obstacles qui sont pris en compte dans les mécanismes de négligence des enfants. Ainsi, en utilisant les entretiens avec les informateurs clés des agents de police de l'Ontario, certains thèmes majeurs émergent concernant les obstacles à la prise en compte des risques pour les enfants dans le contexte de la violence familiale. L'un des plus importants, c'est que les policiers reconnaissent vraiment qu'il y a un certain niveau d'incohérence dans leur rang au niveau de la police, où ils ne comprennent pas ou ne sont pas conscients ou ne répondent pas aux besoins des enfants et des familles.
Et ce manque s'étend vraiment à la compréhension de l'impact de la violence familiale sur les enfants, y compris le cadre de travail basé sur les traumatismes qui peut vraiment aider à guider ce travail. Et cela est dû en partie à un manque de formation. On constate aussi une forte dépendance à l'égard des influences procédurales, notamment une dépendance à l'égard de l'expertise extérieure et des aiguillages au service de protection de l'enfance. Souvent, c'est unidirectionnel. La police elle-même a l'impression qu'on lui renvoie un peu la balle quand il s'agit de procédures qu'elle suit, et en général, elle reconnaît les complexités familiales qui rendent vraiment les obstacles difficiles. Il y a une réelle réticence à travailler avec la police, mais aussi beaucoup de préoccupations coexistantes dans un système familial, dont des dépendances et la santé mentale, ce qui rend le rôle un peu plus difficile. Lorsque nous examinons certaines des recommandations de changement, les agents de police reconnaissent l'importance de collaborer, d'établir des protocoles avec d'autres organismes qui sont spécifiques au partage de l'information et d'ajouter des éléments liés à la confidentialité. Le fait d'avoir ces relations avec les services spécialisés pour les enfants et les services spécialisés pour les adultes, c'est primordial. Ça permet de comprendre et de traiter de façon appropriée et efficace la violence familiale au sein d'un système familial. Pour de nombreux agents de police, il existe un besoin de surveillance de la violence familiale, avec des unités spécialisées qui peuvent vraiment aider à guider des approches plus efficaces et cohérentes pour traiter les enfants en contexte de violence familiale. Bien sûr, il y a un besoin continu de formation et d'amélioration de la formation. Alors la principale conclusion est que la police elle-même reconnaît la nécessité d'une formation supplémentaire, mais elle reconnaît aussi qu'il existe des incohérences dans ses approches, dans ses propres rangs. Il faut travailler à combler ces lacunes et il y a un besoin de collaboration. Il y a une reconnaissance générale que la police peut faire un meilleur travail, mais elle ne peut pas le faire seule. Il y a un réel besoin pour tout le monde de se rassembler. Alors voilà une vue d'ensemble. Je cède maintenant la parole à Kay. Très bien. Merci Mike. Alors, Mike s'est concentré sur la réponse et les perspectives de la police lorsqu'il s'agit d'enfants exposés à la violence familiale. Pour ma part, je vais parler davantage de la prestation des services pour les enfants au sein des organismes de lutte contre la violence faite aux femmes. Alors, pour avoir une idée de ces organismes, les programmes et services de lutte contre la violence faite aux femmes comprennent les refuges d'urgence, les services de crise et de soutien, les services de counseling et les lignes d'assistance téléphonique provinciales. Les refuges pour victimes de violences conjugales sont des services courants dans le secteur qui sont offerts aux femmes et aux enfants qui ont été victimes de violences conjugales. Ils offrent une protection aux femmes et aux enfants qui fuient la violence. Les refuges d'urgence offrent des services de crise à court terme et des options à plus long terme qui peuvent inclure un logement transitoire et permanent. Pour vous donner une idée de certains chiffres, en 2014, il y avait 627 refuges au Canada et en Ontario, la plus grande province du Canada, qui compte plus de 14 millions de personnes, il y a une centaine d'organismes qui fournissent une certaine forme de service de violence familiale. Quand on regarde les populations des refuges, une quantité importante d'entre eux sont composés d'enfants et de jeunes. Alors pour vous donner une idée, selon une enquête instantanée d'une journée sur les refuges au Canada menée le 18 avril 2018, il y avait 3137 enfants qui ont accompagné 3565 femmes dans les refuges à travers le pays. Alors, étant donné qu'un nombre si important de personnes qui résident en refuge sont des enfants, l'une des questions clés auxquelles ma thèse a cherché à répondre est de savoir quels sont les obstacles à la prestation de services particuliers aux enfants au sein des organismes de violence faites aux femmes. Pour mener ma recherche, j'ai analysé les entrevues réalisées auprès des prestataires de services aux femmes victimes de violences qui ont travaillé directement avec des enfants ou travaillé pour un organisme qui offrait ces services aux enfants. Dans l'ensemble, ma recherche s'est appuyée sur des entretiens auprès de 27 prestataires de services, dont 81% travaillaient dans un refuge pour victimes de violences familiales.
Le reste fournissait des services non résidentiels, comme des conseils de proximité. Je voulais examiner les obstacles à la prestation de services particuliers aux enfants, notamment en ce qui concerne l'évaluation des risques, la gestion des risques et la planification de la sécurité. D'après mon analyse de ces entrevues, qui ont été transcrites et ensuite codées, certains des thèmes qui reviennent le plus fréquemment concernaient les obstacles liés à l'organisme, les obstacles liés aux clients et les obstacles systémiques. Si on examine les obstacles liés aux organismes, on constate que certains d'entre eux concernent le manque de ressources, par exemple le manque de financement au sein des organismes, la nature à court terme de certains services, ainsi que le manque de travailleurs spécifiques pour les enfants. Un autre obstacle est apparu est le manque de formation, en particulier en ce qui concerne les pratiques de planification de la sécurité. Dans l'ensemble, il y avait un manque de pratiques d'évaluation et de gestion des risques au sein de ces organismes qui étaient propres aux enfants. En ce qui concerne les obstacles liés aux clients, certains étaient des contraintes financières. Les clientes ne pouvaient pas se permettre les services de conseil disponibles. Il y avait un manque de sensibilisation à l'impact de la violence familiale sur les enfants, ainsi qu'une méfiance générale des victimes et des enfants envers les prestataires de services, ou une ambivalence à l'égard de la participation des enfants à ces services. Nous avons ensuite examiné certains des obstacles systémiques. Certains de ceux qui sont apparus concernant le manque de collaboration entre les organismes, par exemple le manque de partage d'informations entre les organismes, les mandats concurrents des organismes et les philosophies différentes. L'un des principaux exemples est la relation traditionnellement discordante entre les organismes de lutte contre la violence faite aux femmes et ceux de protection de l'enfance. De même, on s'accorde généralement pour dire qu'il y a un manque de services pour les enfants au sein de la communauté, donc juste des conseils propres à l'exposition à la violence familiale et des services de suivi. Dans l'ensemble, mes recherches ont révélé que les intervenants en matière de violence faite aux femmes sont dévoués et veulent aider leurs clients, mais ils sont limités par des obstacles à la fois internes et externes. Je vais vous parler des résultats de mes entretiens avec les travailleurs des services de protection de l'enfance. Pour vous donner une vue d'ensemble, nous savons que les services de protection de l'enfance ont un rôle à jouer auprès des familles aux prises avec la violence familiale et qu'ils peuvent, en vertu de leur mandat, jouer un rôle central dans l'évaluation des risques et, pour les enfants vivant avec la violence familiale, cela peut être considéré comme une forme de violence psychologique et déclencher un signalement obligatoire à la protection de l'enfance. La protection de l'enfance a une autorité unique au sein des familles, et son rôle peut varier considérablement d'une juridiction à l'autre en termes de... Il y a eu des critiques de la réponse de la protection de l'enfance parce qu'elle a été variée et incohérente. Nous savons que le domaine est complexe. La violence familiale est l'un des nombreux facteurs que les travailleurs doivent prendre en compte pour les risques encourus par les enfants. C'est difficile lorsqu'il n'y a pas de preuve directe de danger physique pour les enfants. Les travailleurs de la protection de l'enfance sont bien placés pour intervenir auprès des pères, mais les mères sont plus souvent tenues responsables de la surveillance et de la sécurité des enfants. Je voulais mieux comprendre ce que les travailleurs de la protection de l'enfance considéraient comme des obstacles à l'engagement et à l'évaluation des risques. J'ai examiné les entrevues réalisées avec 29 travailleurs de 19 organismes différents partout au Canada. À partir de ces entretiens, plusieurs thèmes ont été développés à l'échelle individuelle, organisationnelle et systémique. À l'échelle individuelle, les travailleurs ont identifié les obstacles qui existaient dans leur relation avec les clients en termes de pouvoir travailler efficacement avec eux. Ils ont aussi relevé des obstacles dans leur propre profession qui les empêchaient de faire leur travail. Et, en fin de compte, les travailleurs peuvent avoir leur propre style de travail, mais ils doivent bien évaluer les risques. À l'échelle organisationnelle, il y avait des différences dans la façon dont les organismes avaient été mis en place, ce qui s'est traduit
qui s'est reflété dans l'application des lois et des normes dans leur pratique de première ligne. En ce qui concerne les défis au niveau systémique, il s'agit surtout de rapports sur le manque de ressources, de difficultés dans la manière dont le système de protection de l'enfance a été mis en place en termes de conceptualiser qui est là, quel est le risque pour la protection de l'enfance et sur qui se concentrer dans les interventions et les plans de gestion des risques. Les répondants ont identifié de nombreuses pratiques prometteuses en termes de protocoles de collaboration, de formation améliorée et de changement de paradigme. En fin de compte, la protection de l'enfance s'inscrit dans un contexte unique. Il faut trouver un équilibre entre les besoins des parents et ceux des enfants, tout en s'assurant de respecter le mandat de protection des enfants. C'est compliqué, il n'y a pas de taille unique, mais il faut que ces éléments soient en place pour assurer la sécurité des familles, des victimes et des enfants. En fin de compte, je pense qu'ensemble, nos recherches ont démontré qu'aucun secteur ne peut y arriver seul. Nous avons besoin des communautés. Et les prestataires de services doivent se réunir en première ligne et au niveau supérieur pour déterminer ce qui fonctionne pour eux, pour assurer la sécurité des familles et poursuivre les efforts pour améliorer les réponses du système à la violence familiale. Et ce, dans l'espoir qu'il y aura une réduction significative des homicides familiaux.